Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres de ce mardi 10 février. Louer une voiture en payant en espèces, c'est fini. La loi contre le narcotrafic impose la carte bancaire dès le premier franc. Une mesure radicale qui fait grincer des dents, vous l'entendrez. 800 millions de francs pacifiques, c'est le montant que le pays va injecter pour payer le fret de 13 produits de première nécessité. L'objectif, faire baisser les prix en rayon grâce à la continuité internationale. La soif de changement à Tayarapu Est, les habitants de Af-Ahitif, Aoné, Pouou et Tautira sont unanimes. Il faut régler les problèmes d'eau, de logement et de transport. À l'approche des municipales, la pression monte sur les élus sortants. Et la bataille de Haroué, le Tavini peut-il faire tomber la citadelle autonomiste? Daniel Van A, tête de liste bleue, est notre invité. Il nous dévoilera sa stratégie pour conquérir la mairie. Le cinéma, une arme politique. Au FIFO, les films ne font pas que raconter des histoires, ils bousculent les consciences. Nous verrons comment le festival met en lumière les grands enjeux qui traversent nos sociétés océaniennes. Et puis le sport, comme rempart contre l'ICE, les trophées du sport dévoilent leur sélection 2026. Premier portrait ce soir avec Rayhom Ayo, l'homme qui a fait bondir l'athlétisme polynésien jusqu'aux mondiaux. Coup d'arrêt pour les habitudes. Payer sa location de voiture en liquide, c'est fini. Au nom de la lutte contre le blanchiment, la carte bancaire est désormais obligatoire dès le premier franc. Une règle stricte appliquée par les grandes enseignes, mais qui frustre les clients. Sandrine ne cache pas son dépit. C'est très contraignant car beaucoup de gens préfèrent quand même payer en espèces. Face à la loi, les agences n'ont plus le choix. Le point sur cette nouvelle donne avec Ismaël Tahiata et Mirko Vanfou. En quelques clics seulement et c'est fait. Selon la loi, tout règlement de location de voiture doit se faire par carte bancaire, mais il y a deux exceptions. On a le droit encore d'encaisser en espèces pour toutes les personnes qui sont nombreuses qui n'ont pas de compte bancaire. Ça existe encore, surtout les gens des îles. Et pour ceux qui sont en interdiction bancaire, c'est normal parce que c'est le seul moyen de paiement aussi. Donc voilà, et toujours avec ce maximum de plafond de 119 000 à respecter. Ici, ce n'est pas pareil. Pas de carte, pas de voiture. Le fait d'être basé sur l'aéroport de Tahiti, les règlements sont très stricts. C'est-à-dire que si le client n'a vraiment pas de moyens de paiement en carte ou par chèque, la location lui sera refusée automatiquement. Voilà. L'IEOM rappelle la loi de juin 2025. Elle interdit le paiement en espèces pour toute location de voiture et pour tout achat de métaux précieux. Pendant les attentats, par exemple, au Bataclan, on sait que les terroristes avaient loué des voitures de façon à payer en espèces sans laisser de traces, donc on ne sait pas, etc. Donc on veut déjà avoir une traçabilité. Et on veut également pouvoir empêcher, éviter que certaines personnes blanchissent de l'argent, utilisent de l'argent sale pour payer ces prestations-là. Une loi équitable pour tous, c'est ce que demandent les sociétés de location. La carte ou le virement bancaire, c'est bien, mais pas toujours. Nous perdons quand même beaucoup de clients, notamment des locaux. Encore les touristes, ils ont l'habitude d'utiliser des cartes bancaires. Mais en Polynésie, c'est encore très ancré le paiement en espèces en tout cas. Tous les clients qu'on refuse sur l'aéroport, ils ont cette tendance de voir chez les petits loueurs. Cependant, on comprend. On comprend que pour lutter contre le blanchiment d'argent, il y ait des règles comme ça qui sont mises en place. Et de toute façon, on n'a pas le choix puisque c'est la loi. En cas d'infraction, une amende équivalente à 5% du montant payé en espèces sera supportée par le créditeur et le débiteur. Payer moins cher, c'est justement l'objectif de la mesure suivante. Le gouvernement active son levier continuité internationale et mobilise 800 millions de francs pacifiques, à cible verrouillée donc sur 13 produits du quotidien qui vont bénéficier d'une aide au transport. Concrètement, de quels produits parle-t-on et comment cette baisse va-t-elle s'afficher en rayon? Explication à James O. Mirko Vanfou. Les cuisses de poulet congelées, le lait demi-écrémé en briques, les lentilles ou encore le riz blanc non parfumé,
Au total, 13 produits de première nécessité verront leur prix baisser en magasin à partir du mois de mars. Une mesure du gouvernement saluée par la Fédération générale du commerce. Par exemple, le beurre en boîte 454 grammes, excusez-moi, au lieu de 523 francs aujourd'hui, prochainement, à partir du 1er mars, normalement, il baissera à 478. Donc c'est intéressant et pour les 12 autres produits, on verra une baisse d'environ 8 à 9%. Votée par l'Assemblée de la Polynésie le 8 décembre 2025, la loi du pays institue un dispositif de continuité internationale des produits de première nécessité. Concrètement, le gouvernement subventionnera à hauteur de 10% de la valeur CAF des 13 PPN concernés. Ça consiste pour le pays à rembourser en fait aux importateurs de PPN, en tout cas sur les fameuses 13 PPN, le coût du fret. C'est sur la présentation des justificatifs, la DGE a instruit les demandes, et donc leur rembourser cette partie fret qui représente une valeur forfaitaire de 10% de la valeur globale du PPN. Et donc, comme vous savez, il n'y a pas de taxes et les marges sont réglementées. Donc, la DGAE va faire ensuite un contrôle a posteriori pour s'assurer que ce moins 10% va effectivement se répercuter à due concurrence à la sortie auprès des consommateurs. Chaque année, le coût moyen du fret sur les PPN importés représente une valeur d'1,8 milliard de francs pacifiques. Le dispositif de continuité internationale des PPN supportera donc une partie de ces dépenses à hauteur de 800 millions. On quitte l'économie pour une page sombre aux Australes et au Raromat Ay. D'abord, ce drame de la route à Rurutu. Un pick-up a fait une sortie de route mortelle ce matin dans la descente de Teva à Auti. Le chauffeur, âgé de plus de 80 ans, n'a pas survécu. Son passager, grièvement blessé au bras, doit être évassané vers Tahiti. Un triste épilogue également à Ta'a. Le corps du jeune chasseur sous-marin de 23 ans a été repêché ce matin. Il avait disparu hier soir dans la passe de To'ahutu. C'est son fusil retrouvé au fond de l'eau qui a guidé les plongeurs. Et puis à Moorea, c'est un feu qui a inquiété. Un incendie s'est déclaré vers 14h à Thème 1 sur une parcelle du groupe Van, utilisée pour stocker les déchets verts du futur chantier de Mharipa. La fumée a gêné le trafic aérien. Le groupe Van dénonce un dépôt sauvage d'ordures par des riverains. Les pompiers sont intervenus rapidement. Soulagement dans le secteur de la santé. Teanini Tematahutua sauve sa place à l'Institut du cancer. Son éviction était redoutée, mais après un bref entretien avec le ministre Cédric Mercadal, elle est confirmée dans ses fonctions. Le ministère assure qu'il voulait simplement améliorer la communication et non remettre en cause la continuité des soins. Cap maintenant sur la presqu'île pour notre page municipale. Direction Tayarapu Est de Afahiti à Tautira en passant par Faaone et Pueu. Le message est unanime. Ça doit changer. Eau potable, logement, transport, les défis s'accumulent et les habitants s'impatientent. Rowan Potoru et Marcel Bonneau ont recueilli leurs attentes. C'est le deuxième poumon économique du pays, Tayarapu Est. Il regroupe 4 communes associées, Afahiti, Faaone, Pueu et Tautira, soit plus de 13 000 habitants pour une superficie de 216 km². Une densité relativement faible et pourtant l'accès à l'eau potable pour tous n'est pas encore une réalité. Avec le soutien de la communauté des communes, Tere Heamanu, certains secteurs sont en cours de travaux, mais pas sur l'ensemble du réseau. Ça fait 20 ans que je suis à Tautira, ça fait 20 ans que ça dure ce problème. On est obligé d'acheter des bouteilles d'eau et puis l'eau de la maison, c'est pour le linge, la vaisselle, pour le mal, tout ça. À chaque élection, les gens attendent du travail, logement, de l'eau propre. Toutes les années, c'est pareil. En termes de ressources économiques et d'infrastructures, Afahiti regroupe à elle seule tous les services. Pourtant, la jeunesse a du mal à s'intégrer dans la commune. Ici, à Travaux, à l'époque, on a fait un skatepark. On a fait un terrain de motocross, il y avait des terrains de football, il y avait des équipes. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. La jeunesse se retrouve dans la rue, en bicyclette, se met à casser tous les commerces, à se droguer, à vendre du cannabis. Aujourd'hui, le Tavana doit faire en sorte de protéger sa jeunesse et de faire en sorte que sa jeunesse, elle avance. Parce que maintenant, quand on embauche les jeunes pour 3 mois, il n'y a pas de contrat indéterminé. C'est ça le problème ici. Oui, le travail aussi, parce que quand tu vas déposer, c'est quand même, on te rappelle, mais
Voilà, on ne te rappelle pas. Déjà, vidéo, on te regarde déjà pour voir si tu es apte ou pas, mais ils ne regardent jamais tes compétences. Hein. Pour les administrés, la volonté de changement est forte avant les prochaines municipales. Est-ce que l'avancement du plan de décentralisation du pays de 27 milliards de francs participera à développer cette partie de l'île? Ces dernières années, la population et les demandes de logement ont augmenté. Et la campagne, c'est aussi en radio. Demain, la parole est donnée à Arthur Mati et Fa'ana Taputu, candidats à Tayarapu Ouest. Et ce soir, nous accueillons Daniel Van A. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc le candidat du Tavini Huir Atira à Aroué, une commune historiquement ancrée à droite. Et face à la maire sortante Théoura Iriti, vous portez le drapeau bleu ciel avec un parcours atypique. Vous êtes un ancien gendarme. Comment passe-t-on du garde à vous au drapeau de l'indépendance? Alors, vous savez, je ne pense pas que ça soit incompatible. Et ce n'est pas contradictoire non plus? Ce n'est pas non plus contradictoire parce que quand on veut servir la population, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 30 ans, donc au sein bien sûr donc de l'institution, une belle institution, la gendarmerie, et on touche à beaucoup de choses et surtout on voit les difficultés. Et puis après cette idée d'indépendance, cette envie d'indépendance, je pense que tout le monde l'a. Et en fait, on se nourrit de beaucoup de choses, donc de tout ce qui se passe dans notre vie. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis habité par ce souhait de conduire notre Finnois à plus d'émancipation et à sa pleine indépendance. Et vous disiez que tout le monde là, comment l'expliquer et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, la majorité des électeurs sont autonomistes? Alors bien sûr, il y a beaucoup de questions autour justement de cette... De cette, comment dire, cette idée, de cette notion, effectivement. Mais il faut rassurer la population parce que ce qui est important, c'est que la population se retrouve sur un projet commun. Et je pense que l'indépendance, c'est une belle chose qui doit rassembler le peuple polynésien. Alors, pour ces élections municipales, Oscar Temaru demande au maire de revendiquer la propriété des ressources sous-marines. Soyons clairs, un maire gère les écoles et les poubelles. En quoi le Tavana de Aroué a-t-il son mot à dire sur les nodules polymétalliques? Alors, nous savons tous que tout le monde a des projets. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'attentes. Il faut refaire les routes, il faut construire des écoles, il faut construire des logements parce que tout le monde a besoin de se loger. Et on sait que le gros problème aujourd'hui, c'est le financement. Donc, effectivement, le parti, le Tavini Huir Atira, au travers de son président, Tavana Oscar Mitua, donc effectivement, nous soutenons cette idée d'aller exploiter justement les ressources minières qui sont dans nos océans. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes élu demain, c'est une demande que vous soutiendrez en tant que maire de Aroué? Tout à fait, complètement. Et quand on a un président au gouvernement qui, pour l'instant, est contre l'exploration et donc l'exploitation de ces ressources, comment on fait? Alors, je ne veux pas commenter l'avis des uns et des autres. Je respecte totalement l'avis du président de la Polynésie. Mais il faudra se vendre ou se battre, peut-être? Il faudra, bien sûr, il faudra en tous les cas discuter avec l'État. Il faudra faire avancer les choses. Mais c'est des ressources, parce qu'on a exploité beaucoup de ressources, que ce soit le pétrole, que ce soit le charbon, à différentes époques. Et je pense qu'à un moment donné, des pays iront chercher ces richesses qui sont dans les océans. Et sur ce point-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous tromper d'élection ou pire encore, de tromper l'électorat? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien sûr, les besoins du quotidien, ce sont celles que je viens, ce sont ceux que je viens de vous dire. Bien sûr, les écoles, améliorer la vie de nos jeunes. Et c'est sur ça que nous avons bâti notre programme vis-à-vis de la jeunesse. Parce que, voilà, comme dans toutes les communes, on voit notre jeunesse en perte de perspective. Donc, en recherche d'emploi, c'est très difficile. Beaucoup de familles qui vivent en intergénération maintenant, ils sont pratiquement 4 générations qui vivent sous le même toit. Il n'y a pas beaucoup il n'y a pas d'habitations qui sont offertes. Nous avons un projet qui consiste à développer plusieurs secteurs de la commune de Aroué, le site de Anéané, le site du CRSD et le site du Tara. Pour les logements, donc? Pour les logements et puis aussi pour la création d'emplois. Okay. Revenons sur votre ancien métier. On sait que Aroué n'est pas aussi épargné par le fléau de l'ICE et la petite délinquance dans les quartiers. Avec votre expérience, quelle est votre méthode? Est-ce qu'il faudrait plus de répression, plus de caméras ou est-ce que le tout répressif ne fonctionne pas?
Alors, moi, je suis partisan donc, de la remise en œuvre des caméras. Non seulement pour la sécurité, pour la surveillance, mais aussi c'est un outil nécessaire donc, pour les élus pour évaluer le biorhythme de la population. Bien sûr, là, c'est un problème, c'est un fléau dans notre Fénois. Ça déstructure non seulement les familles, donc la santé, mais aussi l'économie de notre pays. Il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table et travaille tous ensemble. Pour moi, dans le programme, donc, ce côté de la sécurité sera une priorité donc, du Tavana que je serai. Et justement, au-delà de ces constats ou de ces promesses, les électeurs veulent quelque chose de concret. Si vous êtes élu demain, quel est le tout premier chantier que vous lancez, la priorité numéro 1 des 100 premiers jours? Alors, il y a plusieurs attentes. Mais il y a une attente qui me paraît donc primordiale et qui doit être réalisée rapidement, c'est celui de l'accession à la propriété donc des logements sociaux de Hériman. Un objectif qui pourrait être mesurable donc 100 jours après votre élection si vous êtes élu, bien sûr. Il y a du travail à faire, mais c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut le faire rapidement. Merci beaucoup, Daniel Van A. On retient que l'ancien gendarme veut mettre de l'ordre et place la sécurité au centre de ses priorités. Mais un ordre nouveau à Aroué, le verdict des urnes, c'est en mars prochain. Merci beaucoup. Et rappel aux candidats, vous avez jusqu'au jeudi 26 février 18h pour déposer vos listes à Papeete, Uturwa et Teiohae selon votre archipel. Et c'est donc la conclusion de cette parenthèse politique. À Paris, les Outre-mer sont-ils oubliés? Énergie, défense, agriculture. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a détaillé ses priorités sans un mot pour nos territoires. Un silence qui passe mal auprès des députés ultramarins, à l'image de Nicole Sanquer. Elle s'exprime au micro de nos confrères d'Outre-mer La Première. Pour les prochains mois, nous nous concentrons sur le projet de loi de la lutte contre la vie chère, où là aussi le Pacifique n'a pas été considéré, puisque pratiquement toutes les mesures prises concernent surtout les Drômes. Et par conséquent, nous avons encore des réunions avec la délégation Outre-mer où je vais proposer des amendements. Et en bref, la justice frappe fort à Papiari. 30 mois de prison ferme pour un trafic d'ice. Le prévenu, jugé en comparution immédiate, revendait pour payer sa propre consommation. C'est à lire sur notre site internet. Le cinéma peut-il peser dans les débats politiques? Le Festival international du film océanien met en lumière des thématiques majeures qui traversent nos sociétés, à des enjeux forts au cœur du FIFO que nous vous proposons de découvrir dans notre rubrique réalisée par Mérénie Gamblin et Hubert Liao. Bonjour à tous, est-ce que vous connaissez le Sundance Festival? Eh bien c'est un grand rendez-vous du cinéma et puis pour les stars hollywoodiennes également. Et cette année, il s'invite pour la toute première fois au FIFO. Dans ce cadre, une sélection rare de films autochtones ont été projetés hier soir en présence d'Adam Piron, le directeur du programme autochtone du Sundance. En plus de créer un espace pour les personnes extérieures au système hollywoodien, Robert Redford souhaitait également donner la parole aux cinéastes autochtones qui travaillaient sur des films. C'est l'objectif du programme autochtone du festival Sundance. Depuis sa création, nous avons soutenu 4 générations de cinéastes autochtones. Nous le faisons grâce à des laboratoires, des projections comme celle-ci, des bourses et des programmes d'accompagnement. Et le cœur du festival commence ce mardi avec les projections tout public sur les 32 films. Il y en a 10 qui sont en compétition, dont un qui est polynésien, Maru, signé Elia Merlot et Mathilde Zampieri. On a assisté à la projection avec Hubert Liao. Je vous présente ma première demeure de la rue. Vaut mieux être seul que mal accompagné, mais moi c'était le contraire. 20 ans dans la rue, c'est presque toute une vie de galère devenue le seul repère de Marama. Malgré l'énergie et les efforts déployés, cette sans-abri de 38 ans peine à retrouver un toit. Ce matin, les salles de projection affichent complet et l'histoire secoue le jeune public. C'était très émouvant. Malheureusement, ça reflète un peu une réalité qu'on ne voit pas tous les jours, on n'y pense pas. Et ben là, ça met vraiment une grosse claque, quoi. C'est touchant, l'histoire de cette femme-là. Ça fait bizarre aussi.
Marama n'est pas seulement sans abri, elle vit aussi avec un handicap physique. Son parcours met en lumière une réalité oubliée, celle des femmes de la rue, plus exposées aux violences, notamment sexuelles. Une situation qui interroge alors que plusieurs centaines de SDF vivent aujourd'hui à Papeete. Son histoire nous a fait beaucoup fait réfléchir et poser beaucoup de questions, mais sinon ça va, j'ai bien aimé. Ça m'a changé de point de vue au niveau des SDF et ça m'a également touché sur le fait de ce qu'elle a vécu. It's like the Epic High Schools Cultural Festival, Polyfest. Au FIFO, chaque film, en compétition ou non, veut interpeller et ouvrir une voie. Des récits sur les peuples de Polynésie, mais aussi de Nouvelle-Zélande, de Samoa, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna ou encore d'Australie. Le FIFO, ce sont aussi des sujets de société qui sont mis en lumière. Alors est-ce qu'ils peuvent aider à faire bouger les lignes? Dans ma rue, on suit cette sans-abri, Marama, qui est une femme et qui plus est handicapée. C'est d'autant plus compliqué pour elle de se faire une place. Alors pour parler plus en détail de ce documentaire, on rencontre les réalisatrices Elia Merlot et Mathilde Zampieri. Mathilde Zampieri qui d'ailleurs est originaire de Reatea et qui donc revient ici sur sa terre pour présenter pour la première fois un long métrage au FIFO. Alors d'abord, c'est un long projet qui a duré 2 ans. Comment est-ce qu'il est né ce projet? Je pense qu'avec Elia, on aime bien toutes les deux le cinéma social qui aborde des vrais thèmes, des vraies thématiques. Et on avait déjà fait un film toutes les deux qui abordait le MMA et l'endométriose. Et du coup, quand on nous a proposé, quand on nous a présenté Marama, on s'est regardé, on s'est dit on fait un truc parce qu'il y a quelque chose à faire. Surtout Marama, elle a envie de raconter son histoire. Et donc c'était un peu une évidence et on est partis comme ça toutes les deux pour faire ce film. Est-ce que Marama, elle a vu le film? Bien sûr. Nous, c'était hyper important. Nous, c'était hors de question qu'on s'approprie son histoire, qu'on s'approprie son vécu. Donc elle a une place très importante même dans la réalisation du film. On n'a rien fait, on n'a rien dit qu'elle ne voulait pas montrer ou dire. C'était très important pour nous de respecter ça, de respecter sa pudeur, respecter sa sécurité aussi. Peut-être que ce film-là, par notre plus grand souhait, je pense, pourrait, montrer que ça vaudrait le coup de se pencher sur ce sujet et de peut-être se poser des questions sur comment aider ces personnes-là et quoi mettre en place pour les rues de Papeete et les personnes qui y vivent. Voilà pour cette interview avec les réalisatrices de Ma rue, Elia Merlot et Mathilde Zampieri, des films qui effectivement ouvrent des débats sur des sujets de société importants. Les 10 films en compétition seront encore projetés demain et puis 10 films hors compétition aussi seront visibles à la Maison de la Culture ici. Tout est à retrouver sur ce petit dépliant ou bien en ligne sur le site du FIFO. Et des combats de société aux combats sportifs, il n'y a qu'un pas. On termine par de l'excellence pure. Le sport, ma seule addiction, c'est le message fort des trophées du sport 2026 contre l'ICE. Premier nommé, Reiho Ayo, l'enfant du pays, est devenu le premier Polynésien qualifié aux mondiaux d'athlétisme. Portrait signé Reihe Nadjarian et Sandroli. Il a intégré le haut niveau mondial de l'athlétisme. Reiho Ayo fait partie de ces rares sportifs polynésiens capables d'évoluer sur la scène internationale. Il confirme cette place en prenant part au championnat du monde d'athlétisme à Tokyo l'année dernière. J'ai aussi gagné les Jeux du Pacifique 2 fois avec les Jeux du Pacifique qui arrivent à la maison. Du coup, on espère vraiment ramener l'or à la maison. Originaire de Moorea, Reiho s'est construit sur la durée. Champion de France par le passé, il vit aujourd'hui dans l'Hexagone. Son parcours incarne la persévérance au service de l'athlétisme polynésien. Je suis basé sur la France, je suis à Toulouse, exactement au crèche de Toulouse. Du coup, c'est un centre de performance pour... Déjà, il y a plusieurs pôles, etc. Et du coup, on est dans le pôle athlétisme. Après une année 2025 bien chargée, Reiho souhaite continuer sur sa lancée. À son 5e, il s'est retiré du concours bien prudemment. Il envisage déjà de se qualifier pour les prochains championnats du monde, prévus en Pologne au mois de mars. La grande soirée de gala aura lieu le 17 février à 19h30 en direct sur notre antenne. L'information à retenir pour ce mardi soir, fini le cash pour les locations de voitures. La loi s'applique strictement aux grandes dames des petits loueurs.
Et retrouvez votre programme habituel du mardi soir, la suite de vos séries Kaboul et Legacy. On se quitte avec un hommage pour une grande dame de la culture qui nous a quittés. Elle s'appelait Pauline et elle s'en est allée. Un véritable icône des années 60, elle laisse une empreinte indélébile grâce à un timbre de voix exceptionnel qui a fait vibrer toute une génération. Mais Pauline, c'était aussi un visage du cinéma. Elle avait illuminé 3 films dans le célèbre Manureva de Claude Pinoteau en 1961. On se quitte avec son élégance et sa musique. Très belle nuit, gardez le sourire et je vous retrouve samedi soir avec plaisir. A toro mai to oweri ma horo amai do tino rava rava do mata tororu tu unoa tu mata tororu tu unoa. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.